Dans cet épisode, Il creuse sa propre tombe. les Mythbusters s'en prennent à la mafia et cherchent Jimmy Hoffa sous le Giant Stadium de New York. Je ne tiens vraiment pas à savoir qui l'a mis ici. Ils essaient le taxi Tornade. Est-ce qu'un réacteur peut faire voler une voiture hors de la route? Face à face avec le faucheux. Est-ce vraiment l'araignée la plus venimeuse du monde? Qui sont les Mythbusters? Il me manque pas un sourcil? Adam Savage Je ne me lasse pas de voir Adam souffrir. et Jamie Hyneman. Jamie veut un gros boom. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Je me trouve plutôt sexy. Ils ne se contentent pas de recueillir les mythes, Adieu, monde cruel. ils les mettent à l'épreuve. Jimmy est censé être par ici, non? Hé, ralentis! Jamie et Adam ont toujours rêvé de jouer au Giant Stadium, juste à la sortie de New York. Cette terre est très agréable aux pieds, non? Ouais. C'est fait pour. C'est comme de la moquette. Pas de football américain pour eux aujourd'hui, mais un autre jeu beaucoup plus sinistre. Ce qu'on fait là? On cherche Jimmy Hoffa. Nous voici dans le New Jersey, au Giant Stadium. Quel autre mythe pourrions-nous mettre à l'épreuve? Ça a un rapport avec Hoffa, c'est ça? Exactement. Ce stade est soi-disant la dernière demeure du patron de syndicat Jimmy Hoffa. Les gens du coin connaissent cette histoire par cœur. Coach, vous avez entendu parler du mythe de Jimmy Hoffa enterré ici au Giant Stadium? Absolument. C'est la première chose que j'ai entendu dire en 91 quand j'étais entraîneur adjoint. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Tout le monde le dit enterré ici même, près de la ligne des 9 mètres, probablement environ 30 cm derrière toi, à l'endroit où il y avait une bosse autrefois. Une bosse? Ouais, il y avait même cette histoire vraie d'un joueur qui courait vers la ligne d'essai et qui, ayant trébuché sur cette bosse, est tombé. On a dit que c'était à l'emplacement où Hoffa est enterré. Jimmy Hoffa était un défenseur acharné des droits des ouvriers. Devenu patron du puissant syndicat des camionneurs, il est jugé pour lien présumé avec la mafia et pour détournement de fonds syndicaux. As for expenditures that I needed at that time, I can't recall offhand. And this was in cash also? That's right. And no collateral, no note? That's right. And no interest paid? That's right. Teamster boss James Hoffa surrenders to U.S. Marshals to begin serving an 8-year prison term for jury. Il ne purgera que 4 ans de sa peine et en juillet 1975 disparaîtra sans laisser de traces dans un parking du Michigan. Covering handcuffs. Hoffa arrives at federal prison in Lewisburg, Pennsylvania. Pour beaucoup, la mafia l'a assassiné pour l'empêcher de reprendre les rênes de son syndicat. Is possible in 32 months. At 100,000. Pourquoi le croit-on ici, à New York, dans le New Jersey? En fait, il y aurait quelques preuves de sa présence ici. Le FBI a reçu un tuyau comme quoi il serait enterré ici, au Giant Stadium. Et ce stade a été construit entre 1974 et 1976, donc la date de construction coïncide et n'interdit pas qu'une personne à l'humour très noir ait pu l'enterrer ici. La meilleure manière d'aborder ce mythe serait tout simplement de retourner la pelouse du Giant Stadium. Mais elle est aussi immense que notre temps est court. Aussi, les Mythbusters ont-ils un autre plan high-tech qu'ils vont tester dans leur atelier. Ils sont simplement un tout petit peu rouillés. Pour reconstruire ce mythe, ils creusent d'abord un trou dans le béton assez gros pour dissimuler un corps. Quelque chose me dit que cette journée va très mal se terminer. Adam l'ignore encore, mais il creuse sa propre tombe. Comment? Quoi? Oh, rien. Nos garçons ont déjà appris une bonne leçon. Pas facile de faire disparaître un corps. Ceux qui ont enterré Hoffa, qui que ce soit, l'ont probablement fait en pleine nuit. Et ils étaient sans doute un peu plus préoccupés que nous par ce qu'ils étaient en train de faire. Les assassins de Hoffa avaient peut-être une excavatrice. On parle quand même de la mafia de la côte Est. Une excavatrice, autrement dit, une pelleteuse mécanique serait très utile ici. Mais Adam et Jamie vont devoir faire les choses à la dure. Et maintenant, le sale boulot. Mets tes gants, enfile ton costume anti-vex. La prochaine phase de leur test nécessite un corps, ou deux.
L'idée leur vient d'une autre de leurs mésaventures ayant nécessité une corvette et un cochon mort. Oh mon Dieu, quelle horreur! Eh oui, les gorées putréfiés sont de retour. L'odeur traverse carrément le masque. C'est assez fort. Ces pauvres cochons sont morts de cause naturelle à la ferme. Mais leur dernière demeure, elle, n'aura rien de naturel. Mon Dieu, les mouches ont complètement recouvert ces pauvres cochons. Il y a de quoi être désolé pour PJ. Il vient tout juste de livrer le ciment. Ouais. PJ, justement, tu sais qu'on dit que Jimmy Hoffa est enterré dans du béton? Moi, on m'a dit qu'il était enterré sur la ligne des 46 mètres, en plein pâturage. Il a disparu de manière si nette, si lisse. Je crois que vous trouverez jamais trace de lui. Quant au fait qu'on le croit enterré là-bas, ça fait sûrement longtemps qu'il n'y est plus. Les Mythbusters vont tenter le même tour de passe-passe avec leurs cochons. C'est bon? Arrête-toi! L'odeur est épouvantable. D'accord, attends, on y va. Ouh, ça pue! Chacune des personnes présentes, ou se trouvant à moins de 10 km dans le sens du vent, espère que le ciment de PJ sera étanche. Combien de temps pour que ça prenne? Pas longtemps. Ces gaz risquent de s'infiltrer et de s'échapper pendant que la gadoue durcit. Je vous jure que je sens l'odeur à travers le béton. Oh, bonjour! C'est l'odeur qui fait des bulles comme pour nous dire bonjour. Plus vite ils creuseront, plus vite ils l'enfouiront, plus vite l'odeur disparaîtra. Du moins ils l'espèrent. Ça devrait aller. Je voudrais que vous me signiez cet acte de renonciation, juste au cas où le trottoir exploserait. D'accord. Comme ça, on dira que PJ n'y est pour rien. Vous faites tout ça au nom de la science, c'est ça? Exactement. Tout ceci est fait au nom de la science. Mais la science n'est pas l'unique enjeu. Selon Heather Joseph Whitham, spécialiste des légendes urbaines, le mythe de Hoffa est profondément ancré dans le psychisme américain. On parle de Hoffa parce qu'il représente à la fois le merveilleux héros américain et l'anti-héros, le travailleur américain type, et parce que sa mort est enveloppée d'un gigantesque mystère où interviennent le syndicat des camionneurs, de grands noms de la mafia. C'est une histoire très américaine. Et surtout, c'est un grand mystère. Autre grand mystère, comment cette odeur de cochon arrive-t-elle à traverser le béton encore 2 semaines après l'enterrement? Ce moment de pure magie ne reste plus qu'un simple souvenir. Sans l'ombre d'un doute, nous n'avions pas pris en compte à quel point l'odeur du cochon pourri peut être tenace. Cette odeur nous a surpris de toutes les façons possibles et imaginables. En désespoir de cause, Jamie scelle la dalle nauséabonde avec une couche de latex. Pour nos apprentis mafieux, la leçon tombe à pic. Loin des yeux ne signifie pas toujours loin du cœur. Si vous êtes doué d'un esprit infâme et que vous vous lancez dans quelque chose de semblable, je ne doute pas que vous rencontriez le même problème, à moins d'être très prudent. Une pensée à méditer. Avec un peu de chance, ces cochons en décomposition aideront les Mythbusters à mener leurs recherches scientifiques sur les restes de Jimmy Hoffa. Ce taxi roule vers l'enfer. Direction l'aéroport. Mais cette fois, les inquiétantes turbulences ont lieu avant le décollage. Il paraît qu'à l'aéroport de Rio de Janeiro, il y a une route qui passe juste derrière la piste principale, barrée d'un feu rouge pour empêcher de traverser avant tout décollage. Mais on raconte qu'un chauffeur de taxi a grillé ce feu et s'est retrouvé au moment du décollage dans le souffle des réacteurs d'un 737 à plein gaz. Puis son taxi se soulève 25 mètres au-dessus du sol, se retourne 3 fois et retombe. On mène le chauffeur à l'hôpital, grièvement blessé. Ce qui suit est devenu un mythe célèbre. Le taxi et tous ses passagers ont volé d'un bout à l'autre du terrain d'aviation. Ça paraît logique. On parle en milliers de kilos de poussée, là, non? Oui, apparemment. C'est ce qu'on va mettre à l'épreuve.
Le défi consiste donc à établir si un réacteur est assez puissant pour retourner une voiture. Grosse machine et démolition en vue. Les deux violons d'Ingres des Mythbusters. Pour commencer, ils doivent héler un taxi. On dit que vous vendez un taxi. Oui, un Intrépide de 1999. Avec leur prudence coutumière, ils veulent s'assurer que leur nouvelle acquisition, que bien sûr ils comptent réduire en miettes, est un achat raisonnable. Ça va si je fais le tour du parking avec? D'accord. Heureux propriétaires d'une nouvelle 4 roues qui ne manque pas de style, les Mythbusters ont maintenant quelques modifications de taille à y apporter. 700 €, pas mal pour une voiture qui n'a que 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Eh bien, vous connaissez le mythe de l'avion qui a lancé ses réacteurs et propulsé un taxi hors de la piste? Non. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va voir si un réacteur arrive à le faire voler, pour voir si c'est possible ou pas. Bon, tant que vous y mettez le prix, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Moins de 700 €. Pas cher payé pour un tel niveau de destruction. J'ai des reçus de taxi pour les 10 ans à venir. Heureux propriétaires d'une nouvelle 4 roues qui ne manque pas de style, les Mythbusters ont maintenant quelques modifications de taille à y apporter. Il faut l'adapter à une télécommande. Étant donné qu'on va tout de même la conduire derrière les réacteurs d'un avion en plein décollage, ce qui va arriver à cette voiture risque d'être assez impressionnant, je crois. Et je ne tiens pas à être dedans quand ça arrivera. Ils vont donc construire un taxi téléguidé grandeur nature. Mais à peine sorti de la boîte, le nouveau jouet pose déjà des problèmes. La batterie vient de les lâcher. Une réparation de rien du tout pour un Mythbuster professionnel, non? Apparemment, il faut enlever le pneu pour changer la batterie. Ils ont sûrement fait ça sur un vieil ordinateur, en parfait dépit du bon sens. Pendant que Jamie maudit jusqu'au nom de modernité. Au coin art plastique, tout n'est que douceur et lumière. Je fabrique un pochoir. Comme ça, on pourra peindre le logo des Mythbusters sur notre taxi. On va passer une bombe sur l'avant, le capot et les deux côtés du véhicule. J'ai enfin sorti l'ancienne batterie et j'ai posé la nouvelle. Donc, on va voir si cette peut bien démarrer. Et elle fut ressuscitée. Et maintenant, de quoi mater la bête. Ce n'est pas la première fois que Jamie relie une voiture à une télécommande. En fait, c'est son péché mignon. Cette fois, il aura besoin de pouvoir contrôler l'accélérateur, les freins et le volant. Il y aura 3 commandes et je pourrai contrôler cette voiture depuis, je sais pas, 600 mètres. Numéro 1, l'accélérateur. On enlève juste le câble de régulateur de vitesse et on le connecte à ce petit cerveau ici avec cette attache que j'ai spécialement conçue à cet effet. Ce petit moteur tirera sur le câble de l'accélérateur sur l'ordre de Jamie. La nouvelle voiture répond au doigt et à l'œil. C'est impressionnant. Numéro 2, les freins. On soude un piston télécommandé à la pédale. Celui-ci fera en quelque sorte office de jambe bionique. Quand on soude, on voit pas très bien ce qui se passe autour de soi. On voit la soudure, mais on voit pas les petits feux qui vont parfois se déclencher autour. Pendant que Jamie joue au pompier, Adam travaille au noir comme peintre d'enseigne. J'adore quand mais rentre bien. Allez, on lui met ses bandes à ce taxi. Je pense que Jamie et moi devrions sortir prendre des gens. Avec un siège vide à la place du chauffeur.
Pas avant d'avoir relié le volant à une télécommande, tâche qui s'avère un peu plus délicate que prévu. Ça va faire exploser le cerveau de la direction. Par mesure de sécurité, mieux vaut sortir l'airbag. À vrai dire, je suis un peu nerveux. C'est comme une bombe à l'intérieur. Vous avez dit bombe? Je crois bien que si j'enlève ces deux petits fils, ici, et que je les branche sur un courant, on aura un boom. Adam et Jamie se livrent à un petit jeu innocent. Comme d'habitude, c'est Buster, le mannequin souffre-douleur, qui fera les frais de leurs enfantillages. Voyons si Buster sait faire un saut périlleux. Je peux le faire? Vas-y. Bon ben, je pense que je vais tout simplement fixer cette poulie par ces deux trous situés au centre du volant. Quand ça sera fait, cette partie ne bougera plus et le volant tournera. Comme ceci. Simple comme bonjour. Ça a l'air de marcher. Nouvelle victoire signée Heinemann. Avec lui, les choses peuvent paraître parfois un peu trop faciles. Adam a un autre compte à régler. Il y a une raison si je m'habille en noir. C'est pour pouvoir me salir sans que ça se voit. Jamie porte une chemise blanche. Ses mains sortent tout droit comme d'une mine de charbon et je ne vois pas la moindre tache sur cette sacrée chemise. Ça me donne envie de lui serrer la main et de m'essuyer sur son ventre. Bien, ils ont fini leur joli taxi. L'heure est maintenant venue de le mettre en route vers sa destruction. Bien sûr, une aventure n'en serait pas une sans le troisième Mythbuster. Buster doit s'habiller et monter dans le taxi pour qu'on puisse partir. Il se fait désirer. Ce n'est pas un bagage, c'est la star de cette émission. D'accord, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voudra déplacer la voiture, il faudra déplacer Buster. Non, on ne le met pas là. On le met à la place du mort, c'est tout. À la place du mort. D'accord. Buster a l'air un tantinet réticent à faire partie du voyage. Et voilà. Jamie est beaucoup plus fort que moi. Je dirais même que sa force est anormale. Nul ne feint d'ignorer que ce voyage finira mal pour le taxi et sans doute aussi pour Buster. Mais les Mythbusters continuent sans se laisser abattre, à la recherche d'un jet disposé à faire voler leur voiture hors de la route. Nous sommes ici sur l'aéroport du désert Moab, sur un chantier servant à entreposer les avions à réaction quand ils ne sont pas en service. Bien qu'il soit 6 heures du matin et que je ne sois pas vraiment quelqu'un du matin, je suis sur le chantier de récupération d'un aéroport, avec d'énormes carcasses d'avions tout autour de moi. Je suis un cochon au paradis. Ils sont venus dans ce nirvana des ferrailleurs pour mettre à l'essai le mythe du taxi volant, selon lequel le souffle d'un réacteur de 737 sur une piste brésilienne a fait voler un taxi hors de la route. Pour les Mythbusters, c'est un désastre qui mérite d'être recréé. Pour ce faire, ils ont relié leur propre taxi à une télécommande. Ah oui, il y a des nuits comme ça. Ouais. Il n'est pas si maniable que ça, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut simplement le faire rouler et le faire passer dans le souffle du réacteur. Or, il y a deux ingrédients vitaux dans ce mythe. Le taxi qu'ils ont et le jet qu'ils n'ont pas encore. Mais un jet est censé les attendre à l'autre bout du terrain d'aviation. Jamie commence à s'exciter. Le plus excitant, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Ces jets ont des puissances énormes, alors on se doit d'imaginer qu'ils vont tout bonnement le soulever et l'envoyer dinguer. Moi, je pense que ce taxi va brûler comme une feuille d'arbre dans tout ce souffle. Difficile de manquer un énorme jet de voyageurs sur un terrain dégagé, mais ils ont un petit souci. Celui qu'ils ont réservé semble être nulle part. Allô? Oui? Oui? Okay. D'accord, All right. très bien. Yep. Oui. La compagnie d'assurance a décidé que cette cascade risquait d'endommager l'avion. Elle annule le test. La raison pour laquelle ils en font une histoire est qu'on ignore ce que le jet va faire au taxi. Mais il n'y a aucune raison sur Terre pour que le taxi fasse autre chose que de s'éloigner du jet. Il n'y aura pas d'avion au sol.
Pas plus qu'il n'y a d'amour dans l'air. Ils nous disent oui hier et non aujourd'hui. Ça me rend dingue. Il s'en va. C'était notre avion. C'était notre destin. Et dire qu'il allait retourner notre taxi. Je veux voir un taxi se retourner. On a fait toute cette route pour venir ici où ils ont une quantité, un amas d'avions et pas un seul ne veut démarrer pour nous. Et il y a vraiment 1000 milliards de raisons pour ça. Tu n'en reviendrais pas si je t'en citais ne serait-ce que 5. Mais le spectacle continue. Les Mythbusters passent au plan B. Le plan B, selon moi, consiste à louer le réacteur sans l'avion et à le faire venir où se trouve notre voiture et lui faire le boulot. Ils vont faire venir 2 réacteurs qu'ils feront chauffer à l'écart de leur support. Ça ne consolera pas Adam, mais le fait qu'il ait trouvé cette histoire sur Internet ne veut pas forcément dire qu'elle soit réellement arrivée. On ne peut pas savoir si un fait divers sur Internet est vrai ou faux. C'est tout simplement impossible, parce que de nombreuses légendes y apparaissent sous la rubrique « Informations ». Et souvent, les journaux recueillent ces légendes urbaines et les répètent comme étant des informations. Le lendemain, à l'aube, les nouveaux réacteurs au sol des Mythbusters font leur arrivée. En temps normal, ces machines à effets spéciaux servent à créer du vent. Ce sont des turboréacteurs. À la tuyère, au niveau de l'échappement, on a environ 645 km/h. Du moins, selon mes mesures. Vous croyez qu'aujourd'hui on arrivera à retourner notre taxi? C'est un projet délicat, je n'en ai aucune idée. Ça promet d'être intéressant. Le plan consiste à lancer les réacteurs et à faire passer le taxi à 10 mètres d'eux, distance à laquelle les 2 souffles combinés devraient être les plus forts. Je n'aimerais pas être à bord quand elle passera devant eux, mais je ne crois pas que le résultat sera si spectaculaire que ça. Moi, je crois que la voiture va faire 3 ou 4 tonneaux. Je trouve Jamie un peu pessimiste. On y est, une bonne chose de faite. Alors Buster, prêt à t'envoler? On y va, mettez-les en marche. Ils ont beau être plus petits qu'un 737, ces réacteurs ont quelque chose dans le ventre. Puissance finale, environ 30 kN. Comme dans le mythe, le taxi va tenter le tout pour le tout et affronter le souffle des réacteurs. Le voyage n'a pas été de tout repos, mais le taxi n'a pas l'air de s'être retourné. Il y a bien eu un petit quelque chose. On l'a vu se tortiller un petit peu. Waouh, ça a emporté le joint d'étanchéité de la porte. Je dois vous avouer que je suis un peu déçu. Et pas seulement parce que Jamie avait raison, et moi tort. Ce qu'on va faire cette fois, c'est garer la voiture pile à l'endroit où l'impact des réacteurs est le plus fort. Ensuite, on laissera ces gens diriger les réacteurs correctement. On va voir ce qui va se passer. On installe les réacteurs en les rapprochant l'un de l'autre, ainsi que de la voiture. Vous êtes prêts? On est prêt. D'accord, on met tout le monde en place. Attention s'il vous plaît, tout le monde, on est prêt à commencer. Si le côté que nous voyons se soulève juste ce qu'il faut, le souffle passera sous la voiture et la retournera. Ils sont obligés d'abandonner. L'aéroport est en service et des débris sont en train de voler de part et d'autre de la piste. D'abord l'enseigne, puis le pare-choc avant. Les pare-chocs arrière et les rétroviseurs ensuite. Mais ce rebondissement-là n'était pas prévu. Cette voiture est brûlante.
Oui, on voyait de la fumée. Le souffle des réacteurs a chauffé la voiture. Il y a des risques pour que la voiture prenne feu. Elle est vraiment chaude. Elle s'est mise à fumer. En fait, les risques sont encore plus grands qu'ils ne l'imaginent. Les tuyaux d'alimentation, eux aussi, ont été arrachés. Adam n'aime pas jouer avec le feu. On dirait de l'essence. Jamie, Ouais. on devrait nettoyer la piste. Je suis peu enclin à continuer dès lors qu'on a un réservoir d'essence qui fuit et qu'on braque des réacteurs en flammes sur la voiture. Mais on va essayer de le siphonner. Pendant qu'on vide le réservoir, les réacteurs sont mis à l'abri. C'est leur dernière chance de savoir si le taxi et le Myth vont être réduits en miettes par les réacteurs. Pour les Mythbusters, c'est leur dernière chance de nous en mettre plein la vue. On ne fait qu'essayer de la retourner. On sait qu'elle en est capable. On essaie de l'aider un peu. On a dégonflé les pneus d'un côté, on l'a mise un peu en pente, on a posé un cric du côté qui est face au vent. Ce taxi devrait normalement se retourner. Si ça échoue, tout échouera avec ces mini-réacteurs. Bien que ce soit de vrais réacteurs, ils ne sont pas aussi puissants que ceux d'un avion de passagers. On arrête là pour aujourd'hui. C'est officiel, leur taxi a fait un flop. Je crois que c'est une première pour nous. Les Mythbusters ont échoué. Nous n'avons pas réussi par manque de moyens et D'assurance. de courtiers d'assurance. Que dire? Que le Myth a eu raison des Busters? Eh bien, qu'on n'a pas pu se payer l'avion qu'il nous fallait, c'est surtout ça. Fini pour aujourd'hui. Mais qu'en est-il du mythe brésilien? Eh bien, finalement, ce mythe n'en était pas un. Il s'est vraiment produit. En janvier 2002, la chaîne d'info de Rio de Janeiro a filmé les suites de l'événement. Un taxi s'est bel et bien aventuré sur une route d'accès de l'aéroport au mauvais moment. Et un avion en pleine accélération l'a fait voler hors de la route, blessant le chauffeur. Et les Mythbusters qui croyaient avoir eu une mauvaise journée. Il y a plusieurs mois que Jamie et Adam ont enterré 2 cochons sous les dalles en béton qui longent leur bureau. Ils espèrent ainsi pourfendre le mythe selon lequel le patron du syndicat, Jimmy Hoffa, est enterré sous le Giant Stadium de New York. Ils ont obtenu l'aide de Dick Sylvester, utilisateur expérimenté de radars de subsurface GPR. Dick, tu peux nous expliquer comment marche un radar GPR? Bien sûr. Cette antenne ici est un petit radioémetteur-récepteur. Elle envoie des impulsions qu'elle transmet par radio dans le sol, et quand celle-ci rencontre un changement dans les propriétés du sol ou un objet enfoui, leur réflexion est renvoyée et affichée sur l'enregistreur graphique qui est devant nous. Cette boîte orange transmet un signal dans le sol. S'il y a un corps ou un trou ayant contenu un corps, il devrait apparaître sur cet écran. Ici, vous avez la surface du sol, et voici les particularités du sol sous cette surface. Dick, tu t'es déjà servi de ton radar pour chercher des corps? Eh bien oui, en fait. En Alaska, où on voulait déplacer des cimetières indigènes, on s'est servi du système radar pour localiser les corps avant de procéder à leur excavation et à leur déplacement. Mais que donnera ce bel équipement à travers une masse de béton? Les cochons apparaîtront-ils à l'écran? Prêt? Oui. Vas-y. Jamie doit passer au-dessus de la zone plusieurs fois. Si je voyais ça, je dirais que ce sont des barres d'acier de béton armé. Oui, en fait, il y a 4 longueurs de barres d'acier. Vous voyez, vous pouvez rien me cacher. D'accord, super, c'est vrai, on les avait oubliés. Autre passage, autre lecture, et effectivement, des signes évidents du secret tapis dans les profondeurs. Ce que je vois ici, c'est le béton armé. Oui. Ensuite, je vois... Ça, c'est très particulier à cet endroit-ci, on dirait...
Cette particularité, que je ne trouve plus dessous, que je ne trouve pas au-dessus ni sur les côtés, me porte à croire que... Oui, alors le motif blanc ici indique un changement des propriétés de réflexion, disant qu'il y a ici un objet qui diffère de la Terre que l'on voit de part et d'autre. Exactement. Sur l'affichage psychédélique du moniteur, il est difficile de voir exactement ce qui se passe en dessous. Il n'y a au fond qu'une manière de le savoir, mais ce ne sera pas beau à voir. Bon, on a laissé des cochons enterrés pendant 5 mois. On a vu le genre de profil qu'ils dessinaient sur le radar GPR. L'ultime étape de notre préparation à la recherche de Jimmy Hoffa consiste à ouvrir le trottoir pour voir de quoi ils ont l'air là-dessous. Il est possible que les archéologues égyptiens aient ressenti la même émotion au moment d'ouvrir une tombe pour la première fois. Possible, mais peu probable. Regarde-moi ça. On a cassé la couche étanche. Regarde, c'est comme une brèche sur le vide. Je vais te dire, cette odeur ne m'a pas manqué. Tu sais, Adam, j'étais plutôt impatient de faire ça. Mais cette première bouffée, en fait, c'est pas du tout marrant à faire. Ça ne va pas du tout. Waouh, t'as vu ça? Je vois une. Oh non! Je vois un bout de cochon. Oh non. Tu sais, je me disais qu'on pourrait peut-être prendre la caméra à vision nocturne et la faire descendre au lieu d'y aller nous-mêmes. D'accord. Allez, on nettoie tout ça. La curiosité est vraiment un vilain défaut. Elle l'emporte une fois de plus sur les Mythbusters. Vas-y doucement. On y est. Descends encore et redresse. Oh, c'est écœurant. Ouais, regardez-moi ça, vers la gauche. Bien joué. Hey Jimmy. Ouais. Je pense qu'on a établi une chose primordiale que nous voulions savoir, à savoir qu'un corps en décomposition dans le béton forme une cavité. Oui, c'est vrai. On l'a montré. C'est exactement ce qu'on va chercher avec le radar GPR. On a donc plus ou moins fini notre boulot. On bouge tout ça et on est prêt à décamper. Je dis pas non. Ils peuvent enfin rabattre le couvercle sur cet épisode peu ragoûtant. Mais ils savent maintenant ce qui arrive à un corps enterré dans le béton. Dieu merci, ça ne sent plus. Et comment le localiser au radar. Les Mythbusters sont prêts à poursuivre leurs recherches pour trouver Hoffa. Et voici un mythe à mordre à pleines dents. Arachnophobes s'abstenir. Ah, c'est atroce. Le faucheux est-il vraiment un tueur au venin mortel? Allez mon grand, c'est quoi ce mythe? Qu'est-ce qu'on a? Le mythe est celui qui dit que le faucheux serait en réalité l'araignée la plus toxique du monde. Le problème étant que ses crochets seraient si courts qu'ils ne pourraient pas pénétrer la peau humaine. Si c'est vrai, c'est sans doute le tour le plus cruel joué par la nature. En effet, un venin capable de tuer un bœuf, mais des crochets pour tuer un moucheron. Mais imaginez tout ce poison se baladant chez vous. Il ne dit rien, mais Adam a peur des araignées, une peur qui menace de revenir le mordre tôt ou tard dans ce mythe. Mais pour l'instant, il prend courageusement part à la chasse. Je me disais, comme ces araignées vivent dans les garages et les sous-sols, j'ai un garage et toi t'en as un? J'ai un garage, on pourrait y aller et essayer d'en attraper quelques-unes. Entendu. C'est ainsi qu'ils vont s'aventurer dans les recoins les plus sombres du sous-sol de Jamie. Ces araignées pourraient bien être les plus venimeuses sur Terre. Il leur en faudra beaucoup pour ce qu'ils ont en tête. Tu l'as? Ouais. Jamie ouvre la marche d'un pas décidé. Adam suit de son mieux. L'endroit se trouve être le quartier général des faucheux. Bigre, celle-là est pas mal. Jamie, je serais curieux de savoir pourquoi ta maison est le paradis de l'araignée. Mais j'aime les araignées, elles sont apprivoisées. J'en avais une comme ça. Arrête.
Grosse comme une assiette. On lui donnait des souris. Ils en ont cueilli une quarantaine. Je l'ai. C'est bon. La voilà. Pour mettre ce mythe à l'épreuve, il faudra qu'ils extraient du venin. Il faudra aussi qu'ils en établissent la toxicité. Ils mesureront la taille des crochets pour savoir s'ils sont assez longs pour percer notre peau. Et pour finir, ils passeront le test décisif, pénétrer dans le tube de la mort. Mais c'est pour plus tard. D'abord, les Mythbusters ont besoin d'un trayeur d'araignées qualifié. Ils ont attiré l'arachnologue Chuck Christensen dans leur toile. Comment est-ce que tu extrais le venin d'une chose si petite? Eh bien voilà, si tu aiguises bien tes outils et que tu utilises un grossissement suffisant, ça a l'air assez gros. Je branche une pompe à extraire le venin. Comment est-ce qu'on anesthésie une araignée? On utilise du dioxyde de carbone. Ça les endort ou ça les tue? Ça les endort. Puis elles reprennent connaissance. Elles devraient ne rien sentir. Endormie, l'araignée est disposée avec soin sur une pince spéciale. On serre l'araignée et on la positionne crochet vers l'extérieur. Ce qu'il faut pour extraire le venin, c'est le tube creux le plus long et le plus fin imaginable. À côté, une seringue à insuline moyenne ressemble à un clou de charpentier. Ce qu'on obtient en chauffant puis en étirant une pipette en verre des plus minuscules jusqu'à ce qu'elle soit aussi fine qu'un cheveu. Sous le microscope, le tube est positionné près des crochets. Ensuite, une astuce des plus ingénieuses. La pince est parcourue par un tout petit choc électrique, incitant l'araignée à sécréter du venin. Voilà, il y a un tout petit peu de venin qui sort. Oh, je le vois. Le voilà. Regardez-moi ça. C'est excellent. Bien, c'est tout le venin qu'on a, là. Excellent. Il y a à peine quelques milliardièmes de litres de venin. La science est en marche. Quelques milliardièmes de litres de venin. Quel dommage qu'ils ne mènent pas cette expérience avec la mygale d'Australie. Ces petites créatures sont de naturels ronchons et par comparaison, leurs crochets sont de véritables lances à venin. Le temps qu'il faudrait pour recueillir assez d'araignées pour réaliser un test significatif serait énorme. Pour une goutte, il nous faut peut-être 100, 200, 500 araignées pour une seule goutte de venin. Un bon trayeur expérimenté peut venir à bout de 100 araignées en 1 heure. Un défi que tout Mythbuster qui se respecte se doit de relever. Alors, je prends une araignée endormie. Tu vois ces crochets? Je les vois. C'est vraiment dur de manier quelque chose de si petit. Il faut vraiment avoir la main sûre. J'y suis. C'est du boulot. Il y a peut-être du venin, mais peut-être pas. Pour ce qui est de traire une araignée, les Mythbusters font de bons présentateurs télé. Mais quelle est la toxicité de ce venin? Les recherches de Chuck, là aussi, leur seront utiles. Dans des conditions strictement réglementées, en présence d'un vétérinaire, il a comparé l'impact des venins d'un faucheux et d'une veuve noire sur les souris. Les résultats sont clairs. La veuve noire a obtenu une réaction beaucoup plus forte. Or, c'était la même quantité de venin. Cela signifie que le venin de la veuve noire est beaucoup plus fort. Donc, on vient déjà d'éclaircir au moins un aspect du mythe, à savoir que le venin du faucheux n'est pas le plus toxique au monde. Celui de la veuve noire l'est nettement plus. Ah, exactement. La veuve noire est généralement considérée comme l'araignée la plus venimeuse d'Amérique du Nord. Mondialement, c'est le Cupienus coccineus du Brésil qui détient le titre devant la mygale d'Australie. Ce qui ne veut pas dire qu'ils en ont fini avec le mythe du faucheux. J'imagine qu'il ne nous reste plus qu'à découvrir si le faucheux peut ou non mordre un humain. Tu veux dire si ces crochets sont assez longs et assez puissants pour percer la peau humaine? Oui. Notre peau mesure parfois 1/10 de millimètre seulement. Voilà un crochet, juste là. Oh, c'est vraiment minuscule. Il mesure 1/4 de millimètre. C'est plus qu'assez pour transpercer les épaisseurs de peau morte d'une personne moyenne. Ce qui laisse un tout dernier test, un test de sang-froid dans le tube de la mort.
Pour un arachnophobe comme Adam, c'est le cauchemar ultime. Les légendes urbaines grouillent d'histoires d'horreur concernant les araignées. Il y a l'histoire du nid d'araignée dans les cheveux tout en hauteur d'une femme. Elle avait une coupe très à la mode. Un jour, les œufs éclosent et tuent la femme en question. Ou bien quelqu'un se fait mordre par une araignée et croit s'être fait piquer par un moustique, ou avoir un simple bouton, mais la morsure se remplit et enfle jusqu'à éclater. Et là, plein de petites araignées envahissent son visage et la tuent. Il est temps d'en finir. C'est peut-être le moment d'avouer que je suis sujet à la phobie des araignées, autrement dit à l'arachnophobie. S'il espérait de la compassion, pas de bol. Oh, ça sent mauvais. Je n'aime pas du tout ça. C'est vraiment horrible. Le but est d'encourager les araignées à mordre. Si Adam survit, le mythe est définitivement vaincu. C'est pire que ton pire cauchemar. C'est affreux. Tout prouve qu'il ne risque absolument rien. Mais dans un moment pareil, tout raisonnement logique doit être abandonné. Nous n'avons pas la moindre preuve que la piqûre d'un faucheux puisse être mortelle. Jusqu'ici. Oh mon Dieu. Je peux enlever mon bras maintenant? Hors de question. Adam ne ressortira pas sans des traces de morsure. Enfin, une araignée semble disposée à lui rendre ce service. Oui, je crois qu'elle vient de me mordre. Elle t'a mordu? Oui, j'ai senti comme une toute petite aiguille. Elle s'est posée sur mon index et j'ai senti une toute petite brûlure. J'ai regardé, mais elle était redescendue et elle s'en allait. Là, je ne sens déjà plus rien. Ouais, exactement, c'est ça. Bah, c'est pas si toxique. C'était pas si terrible. Adam a survécu à son pire cauchemar. Il retrouve déjà le courage. Ils ont complètement anéanti le mythe du faucheux. Félicitations. Je me suis fait mordre. Tu le méritais. Quand l'ex-patron de syndicat Jimmy Hoffa disparaît en 1975, l'opinion publique accuse la mafia. Pourtant, personne n'est jamais reconnu coupable du meurtre et son corps n'est jamais retrouvé. Ce mystère n'a jamais cessé d'intriguer l'Amérique. Une légende raconte que ses restes ont été emmenés dans une usine d'équarrissage. Selon une autre légende, son corps a été coulé dans le béton et se trouve dans une boîte de striptease de Los Angeles. On le dit aussi dans les marécages de Floride. Il dormirait également au fond de nombreux lacs, surtout dans le Michigan, où il a disparu. Selon un de ces mythes, il est ici, au Giant Stadium, dans le New Jersey. Est-ce que le mythe a un effet mystique sur l'équipe? Vous savez, je crois que les joueurs en parlent. Les plus jeunes ignorent sans doute si les plus vieux en parlaient, mais quand on vit ici, quand on travaille ici, qu'on soit entraîneur ou joueur, on sait que c'est de cet emplacement que tout le monde parle. Les Mythbusters ont affûté leur technique de repérage de corps en cherchant avec un radar GPR des cochons enterrés. Ils sont fin prêts à ébranler ce mythe. Alors, qu'est-ce qui se passe si on le trouve vraiment? Je vais vous dire, le mythe disparaîtra, ce sera un fait avéré. Mais vous allez avoir du mal, je pense. C'est sûrement assez profond là-dessous. La profondeur n'a jamais fait peur à Adam et Jamie. Ils fouilleront tous les emplacements auxquels le mythe fait le plus souvent référence. Il faut s'attaquer à la section 107. Ouais. La ligne des 46 mètres, les zones d'embut, et puis la bosse, sur la ligne des 9 mètres, je crois. La bosse des 9 mètres. Ouais. D'abord, la ligne des 46 mètres. À mesure que Jamie promène le radar sur le gazon béni, Dick voit ce que lui révèle le sol mystérieux qui est sous leurs pieds. C'est ici que ça devrait être. C'est parfaitement uniforme. Rien n'est enterré ici, mais le système fonctionne parfaitement. On devrait clairement voir un trou ayant la forme de Jimmy Hoffa dans la structure. Absolument, c'est bien ça. Et on l'a pas vu? Non, pas encore.
Mais les recherches commencent à peine. Prochaine cible, la section 107. Qu'est-ce que ça donne? Tout est plutôt uniforme par ici. Passons à la rangée numéro 6. Les Mythbusters passent les 41 rangées au peigne fin. Si Hoffa monopolise une place chère, ils ne tarderont pas à le savoir. Les données sont excellentes. Il n'y a aucune particularité anonyme que je puisse interpréter comme étant celle d'un corps. Rien qui se rapproche de nos cochons dans le béton? Rien, aucune particularité rappelant les cochons. D'accord, et maintenant? On poursuit sur le site suivant. D'accord, c'est par là. Peut-être marqueront-ils l'essai dans la zone d'en-but. Bien. Fin du numéro 2. On est pile au bon endroit. Et si c'était le cas, ce n'est pas une possibilité à prendre à la légère. Nous ne manquons aucunement de respect à Jimmy. Pas du tout. Nous ne jugeons en rien sa politique. Tout ce qui nous importe, c'est d'aborder le mythe de manière scientifique. Est-il ici ou pas? On ne veut même pas savoir qui l'a mis ici. Non, vraiment, je ne veux pas savoir qui l'a mis ici. Si quelqu'un me le disait, j'oublierais tout. Que Adam se rassure. Rien? Rien. Jimmy n'est pas dans la zone d'en-but. Il ne reste plus qu'une dernière cible. Je plante un drapeau à peu près où la bosse, soi-disant, est censée être. L'entraîneur nous a dit que selon lui, il n'y a pas d'autre endroit où Hoffa est supposé être, à part ici, sur la ligne des 9 mètres, 90 cm de ce côté du 9, ce qu'ils appellent la bosse. Vas-y, Jimmy. Vas-y. Voici le moment le plus attendu de toute cette aventure. Tu vas l'enlever? Et comment? Et là, on a quelque chose? Ici, c'est lorsqu'il est passé sur la bosse. Ouais. Comme on le voit, c'est assez uniforme jusqu'en bas. Aucun corps. Tout n'est que testostérone, sueur et désespoir sur la ligne des 9 mètres. Les Mythbusters rentrent les mains vides, mais la légende de Hoffa perdure. Le mystère de la dernière demeure de Hoffa reste entier. Mais au moins, les Mythbusters ont indéniablement prouvé où il n'est pas. Alors quel est le verdict? On a fouillé un à un les emplacements mythiques du Giant Stadium. Section 107. Bidon. Ligne des 46 mètres. Et bidon encore. Zone d'en-but. Et bidon. Et la fameuse et tristement célèbre bosse des 9 mètres. Et toujours bidon. Jimmy Hoffa est peut-être quelque part. Mais bon sang, c'est sûr, il n'est pas ici au Giant Stadium. Je crois qu'on peut rentrer chez nous et considérer ce mythe mort et enterré. Bah oui. T'es satisfait? Ah, je suis satisfait. Alors montre ta satisfaction. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux rentrer. Bah alors rentre et puis tais-toi. Tais-toi toi-même.